Dans le cadre de son projet de collecte d'histoire, le conteur Patrick Dubois, qui a déjà visité la ville de Passepébiac et la municipalité de Saint-Alphonse, s'est cette fois-ci rendu voir les citoyens de la municipalité de Saint-Elzéar, où il s'est intéressé aux histoires que les citoyens de la municipalité avaient en mémoire, pour nous offrir le recueil « Ce qui dépasse », le 30 mars dernier à la salle Le Tremplin de Saint-Elzéar. La légende de Saint-Elzéar. On raconte que pour fonder le village, un curé accompagné d'un groupe de colons aurait choisi un emplacement au hasard pour planter une croix. Creusant un trou à cet endroit, ils auraient découvert 6 clous dans la terre, exactement ce qu'il fallait pour fabriquer la croix de bois. Comme si le destin confirmait le choix du lieu, comme s'ils étaient attendus. Certains croient que le curé a lui-même laissé tomber les clous. D'autres encore disent que le curé savait qu'il y avait déjà un bâtiment incendié à cet endroit-là et qu'on y trouverait des décombres. Dans tous les cas, il y avait une chose dont on ne pouvait douter. Les habitants de Saint-Elzéar sauraient se raconter. Bonjour Patrick, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui? Alors, je suis venu présenter le recueil qui s'appelle « Ce qui dépasse Saint-Elzéar », qui est le fruit d'une collecte communautaire. Je suis venu chercher des histoires ici pendant une semaine et ça s'est inscrit dans un petit recueil que je viens remettre à la population aujourd'hui. La démarche était assez simple. Donc, moi, mon mandat ici, c'était de venir collecter l'imaginaire du village, venir un peu faire l'inventaire, prendre une photographie de ce qui se dit encore dans le village. Tout le non vérifiable. C'est quoi cette espèce de territoire imaginaire-là qu'on a? Toutes les histoires qui accompagnent un lieu. Le trou de la bonne femme café, pourquoi ça s'appelle de même? Pourquoi c'est pas juste un trou dans... Non, on a raconté des histoires, puis en fait, elle est là, la profondeur du trou. C'est dans ce qu'on en dit. Et ça, on a un territoire au complet qui est peuplé de ce genre d'histoire-là. Alors, un village, c'est ce qu'on en dit. C'est pas juste des petites cabanes, c'est les souvenirs qu'on a établis. C'est ce qui fait qu'à partir de telle croche, on se sent chez nous. C'est ce genre d'histoire-là. Alors moi, j'essayais de venir chercher ce matériel-là, pas pour le ramener dans d'autres villages, pas pour en faire un spectacle. Non, je venais juste faire l'inventaire pour vous redonner cet inventaire-là. Parce que des fois, ben, ça peut être intéressant de prendre conscience de ce qu'on a déjà ici. Je travaille dans le milieu culturel depuis une douzaine d'années, puis il m'est arrivé récemment, je me souviens, j'étais dans une espèce de petite conférence de gens qui organisaient des festivals, et puis il y a un homme qui organisait un festival de poésie d'un trou perdu. Et puis il dit, moi je suis parti de rien. Quand je suis arrivé là, il n'y avait pas de culture. Il a trouvé un endroit dans le monde où il n'y avait pas de culture. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais je me disais, en fait, il n'y a pas tort. En fait, on a peut-être oublié de réaliser qu'on avait de la culture. On n'a pas besoin d'avoir un théâtre pour avoir de la culture. On a juste à s'ouvrir la trappe en prenant un café, puis paf, en v'là de la culture. Puis on a juste à commérer sur le voisin, puis en v'là de la culture. Alors moi, c'est un peu ce genre de matière-là que j'avais envie d'honorer, ces histoires-là, mais aussi d'honorer les gens qui prennent encore la parole. Il y a du monde qui, aussitôt que tu leur en donnes une chance, se mettent à raconter le village au grand complet. Puis des fois, c'est juste le village à eux qui racontent. Hein? Mais quand même, ils sont en train d'inscrire quelque chose dans le territoire. Et c'est un geste qui est d'une importance. En tout cas, j'avais envie de le dire. Regardez, il y a un conteur professionnel qui s'intéresse à vos petites histoires parce qu'ils sont peut-être grandes. Et comment as-tu recueilli tes histoires? Je passais une semaine dans le village, chez l'habitant, vraiment. C'est de ça que j'avais envie. J'avais envie de la proximité qui fait passer un peu le temps puis qui tasse la gêne. Alors, j'étais comme ça, hébergé chez les gens, à partager des repas et à me promener d'une maison à l'autre selon qu'on me disait « Ah, va voir un tel, il y aurait des bonnes histoires pour toi. » Et je ramassais toutes ces petites histoires-là, je prenais des petites notes rapides et suite à ça, ben, je passais un mois à rédiger cet ouvrage-là et c'est aujourd'hui que je le rends à la population. Alors, je cherchais à me faire héberger pour ceux qui avaient un petit coin pour me recevoir. Sinon, je n'étais pas mal pris, je connais d'autres mondes ailleurs. Il y a d'autres villages qui ont déjà été accueillants avec moi, je suis pas mal pris, faites-vous-en pas. Alors, je cherchais à me faire recevoir comme ça dans le village et puis à partager des repas aussi parce que c'est souvent là qu'on se fait aller les mémoires et à prendre des cafés. C'était pas nécessairement de me mettre dans un bureau puis de recevoir, je sais pas, un scrutin où vous venez déposer chacun vos histoires. Non, moi j'avais envie d'aller chez le monde. Si on me disait, ah ben va voir ma mère, elle est au manoir Saint-Charles et puis elle va t'en parler, eh ben je partais au manoir Saint-Charles et puis j'allais rencontrer ta mère pendant le temps qu'elle voudrait bien me conter des histoires. Et tout ça, ça se retrouvait dans des petits calepins où j'allais prendre 2-3 petites notes. Parce qu'on est capable de se souvenir, ou du moins, moi, j'avais envie que ces histoires-là soient contenues dans de la vraie mémoire humaine aussi, dans ce processus-là. J'avais pas envie de la coucher sur papier, j'avais pas envie que ce soit des enregistrements audio, j'avais envie d'honorer la mémoire vivante. Et puis ça, ben, ça implique risquer l'oubli aussi. Je
trouvais ça essentiel. Alors, je rencontrais les gens, je prenais les histoires, j'ai passé ma semaine comme ça ici, et au bout d'une semaine, eh bien, je suis reparti avec tout ça, et puis j'ai fabriqué des recueils. J'ai passé un mois à réécrire vos histoires en essayant de les réécrire le moins possible. Alors, je couchais sur papier quelque chose de vivant. Mais le papier, c'est pas quelque chose de vivant pour moi. Et ça, moi, j'avais un problème avec ça. Moi, je suis là à travailler avec de la tradition orale. Des histoires qui changent d'une personne à l'autre, des personnages qui s'ajoutent, d'autres personnages qui disparaissent. 100 ans plus tard, ton histoire est plus pantoute pareil, puis c'est peut-être ça qui fait la richesse de notre tradition orale. Mais qu'est-ce qui arrive quand on la couche sur papier, cette tradition orale-là? Est-ce qu'elle peut encore vivre? Est-ce qu'elle peut encore changer ou on va toujours dire « Ah, on va voir dans le livre, c'était de même, ça s'est passé. » Alors ça, j'ai essayé d'être vraiment prudent donc, j'ai couché ça sur papier, on a révisé tout ça, je vous ai fabriqué un livre et puis je vais vous le donner direct là avant de vous en parler davantage. Ça vous saute? C'est un projet qui était ouvert à la communauté, alors moindrement que quelqu'un était intéressé à partager des histoires, il y a des gens qui me contactaient par téléphone, que j'ai jamais rencontré en personne, mais qui m'ont offert certains récits. Et puis il y a d'autres gens de la communauté, par exemple, le groupe des 50 ans et plus ici a été vraiment bon joueur avec moi. Il y avait un bon noyau de personnes très motivées à se faire entendre et à laisser une trace de leur récit, ou des fois c'est même pas leur propre récit, c'est celui de leurs ancêtres, et c'était une belle opportunité pour eux de graver un peu plus loin dans la mémoire de la population. Alors il y a eu des activités, ils m'ont organisé des journées de cartes ou des petites jasettes, comme ça un après-midi de temps par exemple, et il y a eu plein de petits soupers où les gens se rassemblaient, puis on cherchait nos histoires. Alors ça s'est passé assez rondement, ça a donné pas loin de 200 histoires dans un petit recueil, j'étais vraiment content. Donc le livre s'appelle « Ce qui dépasse », parce que je trouvais que ce que je m'en venais chercher, c'était des histoires qui dépassaient le vérifiable et puis qui dépassaient le réel des fois. Parfois même, c'est des histoires qui dépassent nos vies. Une fois qu'on s'éteint, on raconte encore des choses sur certaines personnes et c'est entre autres de ça que j'avais envie de mettre dans ce petit livre-là. Alors, ce qui dépasse. Ça, c'est une chose. Comme je vous ai dit, moi, je travaille avec la tradition orale, la mémoire vivante. Et puis, j'avais pas envie de la mettre dans une cage. Mais malgré tout, il fallait que je la couche sur papier. Alors, j'ai essayé d'être wise puis de déjouer le pire qui pouvait se passer. Alors, je vous montre quelques petits mécanismes que j'ai installés dans ce livre-là pour déjouer le tragique de la littérature écrite. Si vous allez à la page 10 du livre, page 10 de votre Prions ensemble, il y a une petite, comme les vieilles cartes de bibliothèque qu'il y avait, avec le nom et puis le numéro de téléphone d'une personne. C'est-à-dire que ce livre-là, en ce moment, il est à vous, mais il n'est pas à vous. Il est à tout le monde, ce livre-là. Alors, l'idée, c'est que ça circule. Vous pourrez laisser des notes partout. S'il vous plaît, laissez des notes dans le livre. Quand vous lirez de quoi puis que ça vous rappelle quelque chose, annotez la marge. Et puis, une fois que vous aurez fini votre ravage, eh bien, vous le passez au prochain. Mais peut-être bien que pendant que tu le lisais au dépanneur du coin, il y a quelqu'un qui te dit « C'est quoi ça? » Tu me le passeras après, page 10. Suzanne, numéro de téléphone. Parfait, Suzanne, quand j'ai fini, je te le passe. Et puis le livre, comme ça, va se promener d'une main à l'autre et chacune de ces versions-là va devenir de plus en plus intéressante. Il y a 50 recueils en tout. Très important, entre autres pour respecter la tradition orale, le nom des personnages ont été uniformément substitués. En fait, j'ai rendu tout le monde anonyme dans le petit recueil. Quand je collectais, je vous le disais, là, autant j'allais retenir le nom de personnes. Je n'allais pas mettre votre nom quand vous me donniez une histoire, mais je n'allais pas mettre le nom des personnes de qui ça parlait non plus. Parce que c'est important dans la tradition orale qu'on vienne qu'à rendre les choses anonymes, et puis ça rendait beaucoup plus de choses bien plus simples, plutôt que d'en dire un peu trop sur certaines personnes. Alors, les noms ont été substitués par la première lettre du prénom, puis 3 petites étoiles. Alors, c'est ça à la grandeur du livre. Ceux qui savent, savent, puis ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, et puis vous tomberez là-dessus. Et est-ce que les jeunes ont participé aussi? J'ai été rencontrer les jeunes à la Maison des jeunes, entre autres. Et c'était drôle parce que d'abord, de leur apprendre leurs histoires, de leur apprendre que savais-tu que dans ce coin-là, il y a une maison hantée. Et puis là, les jeunes se regardaient. Et des fois, ils savaient qu'il y avait une maison hantée. Ça, c'est intéressant de voir qu'il y a une transmission qui se passe et que c'est pas hermétique du tout. C'est pas nécessairement une question de génération, c'est une question de territoire. Et une fois qu'on occupe ce territoire-là, on occupe ces légendes aussi. Mais les jeunes m'ont raconté quand même certaines choses d'eux-mêmes. Est-ce que c'est des histoires qui viennent d'autres villages, parce que souvent ils vont à Polyvalente ailleurs, alors eux ils se connectent à un autre réseau, mais peu importe, moi je ramassais tout ça, puis je trouvais que ça méritait, ça méritait de laisser une trace dans ce livre-là. 2 confesses pour le prix d'une.
Et ça, c'est une anecdote qui appartenait juste à un jeune, mais je trouvais qu'elle rejoignait l'anecdote que plein de monde m'avait racontée. On m'avait beaucoup parlé des confesses, alors je m'ai dit, celle-là, elle en représente plusieurs. Parce que normalement, mon processus était assez simple. On me racontait quelque chose et dès que quelqu'un d'autre m'en reparlait, ça tombait bon. Ça veut dire que ça appartient au village au complet et non pas juste à cette personne-là. Un habitant se souvient qu'une fois, lorsqu'il était jeune, il ne savait pas trop quoi déclarer à la confesse, n'ayant aucun péché en tête. Il eut l'idée suivante. Je vais mentir en inventant un péché. Et le mois prochain, je confesserai avoir menti la fois d'avant. Je viens d'en clairer deux. Tu sais, c'est très pieux. C'est très pieux. Et est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Moi, je suis disponible pour offrir cette démarche-là dans n'importe quelle municipalité qui me ferait signe ou n'importe quel groupe citoyen qui aurait envie de se faire entendre. On peut faire exactement ça. Là, ici, particulièrement, la MRC de Bonaventure, à travers son entente de développement culturel, soutenait ce projet-là. Alors, c'était complètement gratuit pour la population d'avoir ça. Donc, c'est sûr, c'est très facilitant et qui sait, le prochain village sera peut-être ici aussi. Un peu trop impliqué. Un curé passait beaucoup de temps à entraîner plusieurs équipes sportives du village. Un jour, alors qu'il devait accompagner un couple dans leur pratique de mariage, il oublia qu'il avait un contretemps et n'y fut point. Le soir, il reçut un appel de la future mariée. « Vous nous avez oubliés pour notre pratique, dit-elle. » Et puis lui de répondre, « Oups, ça se peut bien, dis-moi, t'es dans quelle équipe, toi? » Moi, je suis content de lui remettre ça et ensuite de ça, je vais aller préparer ma petite saison de conte à Carleton, comme à chaque été, ça s'en vient bientôt. Alors, on va pouvoir te voir cet été à Carleton, comme à chaque année? Exact, on va me voir et puis, qui sait, il y a peut-être des histoires de Saint-Elzéar qui vont se mettre à peupler mes propres histoires. Eh bien, merci beaucoup. Merci. La lettre. Une maison du 10e rang était hantée. Les occupants entendaient régulièrement des bruits au sous-sol. Un jour, ils écrivirent une lettre se résumant par « Si vous êtes ici, s'il vous plaît, partez » et la déposèrent dans la cave. Le lendemain, la lettre était comme piquée de 1000 trous d'aiguille, mais les bruits cessèrent. Maison dans le 10. Jamais. Moi, je l'ai entendu 2 fois. Et souvent, il y avait plusieurs versions d'une même histoire. Alors, plusieurs versions d'une même histoire, moi, ça tombait drôlement intéressant parce que, assurément, il y avait du stock qui était inventé. Je veux dire, il y a 2 versions d'une même histoire.